Bonjour, guten Tag hier im Saal im Théâtre Équilibre und Bien le bonjour, bienvenue dans la salle d'équilibre. Je souhaite une cordiale bienvenue à tous les participants, toutes les participantes qui sont en ligne. Je suis Philippe Pauker, je suis la directrice culturelle de Rencontre du théâtre de cette année. Je suis très heureuse que nous puissions nous rencontrer en présentiel et passer par le streaming. Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec vous du lobby du théâtre. Alors, lorsqu'on suit les médias, eh bien, on constate que la culture, en comparaison avec d'autres ressorts, a été peu médiatisée pendant la crise, alors que nous étions très touchés. Et je me suis demandé si c'était lié au fait que nous coopérons trop peu avec les milieux politiques, que nous coopérons trop peu entre nous, ou est-ce qu'il est important de mettre en exergue aussi les aspects très positifs, parce que la crise a fait que les milieux du théâtre ont compris aujourd'hui qu'il ne suffisait pas de simplement de réouvrir les théâtres et d'inviter un maximum de gens, mais qu'on a compris que la situation est plus complexe. Alors, je suis très heureuse que nous pouvons aujourd'hui échanger nos vues avec des personnalités du monde du théâtre. J'aimerais vous rendre attentif à des manifestations qui auront lieu aujourd'hui et demain encore, en partie en présentiel, en partie en ligne. Informez-vous, s'il vous plaît. Il y a des informations sur les pièces qui seront présentées. Il y aura aussi des vidéos que vous allez pouvoir suivre en intégrale. Il y a le théâtre Marie qui sera streamé en live. Et il y a un représentant du théâtre Marie parmi nous. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Je vous recommande de regarder cette pièce qui sera jouée spécialement pour nous aujourd'hui. Dans le théâtre Nittoni, il y a Trixterpil et que l'on peut voir. Et allez-y und die Preisverleihung. en présentiel. Et il y aura aussi l'attribution du prix, la remise du prix à UCVilo. Ceux qui sont venus ici, eh bien, je vous invite à visiter le camion du théâtre à l'extérieur où il y a aussi des pièces qui seront jouées et des pièces qui seront mises en ligne également. Ce camion du théâtre va faire une tournée ensuite vers d'autres villes suisses, tôt ou tard. En attendant, je vous souhaite énormément de plaisir dans notre manifestation d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette table ronde dédiée au lobby dans le secteur de la culture et de ce que nous pouvons apprendre aussi du tourisme pour enrichir et puis pour renforcer notre lobby dans le secteur de la culture. Vous avez vu, je viens de baisser mon masque, donc ça s'adresse aux intervenants. En fait, il est préférable d'enlever le masque quand vous parlez et on le remettra quand on ne parle pas. Merci beaucoup. Voilà. J'ai le plaisir de vous présenter les intervenants qui sont ici avec moi aujourd'hui. Je commence par les dames. Estelle Reva, à mes côtés, qui est violoncelliste, qui a une carrière internationale et qui vient de publier, de produire un disque qui s'appelle Journey to Geneva avec des artistes, des compositeurs principalement genevois comme Xavier Dayer et Franck Martin. Mais si elle est là aujourd'hui, c'est parce que dès le début de la crise, elle a pris son bâton de pèlerin seule, en fait, sans être inscrite dans un groupe particulier pour aller à la rencontre du secteur politique et défendre les droits des artistes. Et c'est de cette aventure qu'elle nous parlera aujourd'hui et sur laquelle on pourra débattre. À ma gauche,
Elisabeth Baumschneider, ancienne ministre de la Culture jurassienne, présidente de la commission, ancienne présidente de la Commission fédérale aussi du cinéma, actuellement conseillère aux États, ancienne directrice aussi de la Haute École de Travail Social à Lausanne. Donc, vous le voyez, un profil avec différents points de vue. Et ce qui va particulièrement nous intéresser aussi ici, c'est qu'elle a été à la fois active évidemment dans un gouvernement et maintenant parlementaire. Donc en fait, avec ces deux casquettes, ça va être extrêmement intéressant de l'entendre sur ses expériences avec le secteur avec les lobbyistes. Je poursuis ensuite avec les messieurs. Patrick Bachmann, ici, à ma gauche, qui est co-directeur du Théâtre Marie dans le canton d'Argovie et qui dirige donc cette structure dont il nous parlera aussi plus en détail, mais qui a la particularité d'être une compagnie qui existe depuis les années 80, avec déjà plusieurs directions artistiques à son actif, donc une compagnie qui a réussi à s'implémenter dans un canton avec beaucoup de force, de persuasion et un budget annuel aussi qui lui permet de travailler régulièrement. Et donc, une structure très intéressante aussi, notamment pour la Suisse romande. Et à ma droite, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Martin Vincenz, qui est CEO de Ferienkrautbünden, vacances au grison, je traduis comme ça, et qui a aussi un passé d'acteur culturel, vu qu'il a co-dirigé et dirigé, je crois, le festival d'humour d'Arosa. Donc, il est actuellement actif dans le secteur du tourisme, comme vous le voyez, mais avec ce passé dans le secteur culturel, il va pouvoir nous parler aussi des ponts entre ces deux domaines. Alors, pour lancer ces discussions, je souhaiterais demander à Elisabeth Baumschneider, justement avec cette casquette à la fois d'ancienne membre du gouvernement et maintenant parlementaire, finalement, Elisabeth, c'est quoi un bon lobbyiste ? Alors, vous en avez une excellente juste à votre droite, avec Madame Reva, qui pourra effectivement parler de son expérience. Je pense qu'il n'y a pas de profil type de bon lobbyiste. Je pense que c'est à chaque fois la rencontre entre une personne qui, par exemple, siège dans une commission, bien dans un législatif ou un exécutif, et une personne qui incarne un projet culturel, que ce soit au niveau des arts de la scène, que ce soit au niveau d'une autre, entre guillemets, activité culturelle. C'est vrai aussi que pour moi, un bon lobbyiste, c'est quelqu'un qui est capable de créer une relation de confiance et sur une certaine durée. Parce que, on pourrait y revenir, mais les politiques sont sursollicités par des sollicitations qui sont certes intéressantes, puis on se dit, ah ouais, c'est peut-être bien, mais il faut quand même qu'on puisse avoir une espèce de traçabilité de la personne, se dire, mais elle vient d'où? Elle ira où après? Est-ce qu'elle va m'utiliser dans le sens noble du terme, est-ce que je serai vecteur d'un projet et d'une finalité que je partage, ou au contraire, est-ce que je suis juste la pièce qui lui manque dans son puzzle, et puis elle pense que je ne crois pas comprendre où je suis. Donc, je pense qu'il faut une honnêteté intellectuelle et relationnelle, et justement construire une relation de confiance. Et ce que j'aimerais aussi surtout dire, c'est que le terme lobbyiste, pour moi, il a une connotation négative, alors qu'on est tous en train de parler de la richesse ou bien de la potentialité des réseaux, de la question des influenceurs chez les plus jeunes, ou bien des personnes qui sont des passeurs d'informations documentées. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu à revoir certaines terminologies. Et un bon lobbyiste, je prends quand même ce terme vu que vous l'avez mentionné, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui nous laisse totale liberté, qui ne nous met pas sous pression, qui nous montre à quel point c'est bien de, entre guillemets, prendre position pour ce qu'il nous propose, mais qui nous laisse libre de décider, parce que je pense aussi que la relation entre le politique et la culture, c'est un peu, si je fais le lien avec le monde académique, je suis convaincue qu'il faut laisser une totale liberté à la création artistique, et que c'est pas parce que tout à coup on est dans une relation de contributeur financier ou politique ou autre qu'on peut s'immiscer dans les programmations. Et là, je pense qu'il y a aussi des choses à débattre. Et juste encore pour conclure, je trouve qu'on donne beaucoup de pouvoir aux politiques
alors qu'il ne faut vraiment pas négliger tous les chefs de service, le monde administratif. C'est souvent eux aussi qui sont les portes d'entrée. Bon, vous étiez, puis vous êtes encore directrice des affaires culturelles ou autres. Souvent, il faut vraiment s'adresser à ces personnes-là parce que le politique, il pourra prendre des décisions et des options, mais ça se construit bien en amont de la décision qui est visible. Donc, il y a aussi du temps avant et une crédibilité sur le temps d'après. Enfin voilà, c'est peut-être un peu confus ce que je vous dis, mais je pense que c'est vraiment la rencontre entre deux êtres humains qui ont envie d'influencer une décision. Mais ce ne c'est pas que ces deux êtres humains, et par rapport à ça, il y a tout un contexte à comprendre. Mais Estelle Reva, elle pourra vous expliquer qu'elle a eu l'oreille attentive de beaucoup de monde, et voilà, elle pourra vous dire comment elle l'a gagné. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces premières pistes. Donc, effectivement, je ne me suis pas présentée. Je constate que j'ai oublié ce point. Effectivement, actuellement, je suis un chef du service de la culture de l'État du Valais. Voilà. Merci pour ces impulsions. Je note la question de l'éthique qui est centrale dans le secteur de ce qu'on appelle le lobbying et que vous avez mentionné. Je note la question de la traçabilité qui me semble un point important quand on essaye de persuader et d'établir une relation de confiance. Et je souhaite, je übergebe das Wort jetzt an Patrick Bachmann. Was hier interessant sein wird, ist vielleicht, wenn wir Je vais passer la parole à Patrick Bachmann pour que nous puissions discuter du niveau cantonal. Vous êtes co-directeur du Théâtre Marie en Argovie, un théâtre qui a dû lutter pour pouvoir s'établir en Argovie, pour obtenir un budget et établir sa crédibilité. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé et comment ça se passe aujourd'hui dans le contact avec les autorités politiques? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Tout d'abord, le Théâtre Marie existait déjà dans les années 80 du siècle passé en tant que troupe de théâtre libre, née sur fond d'envie de produire quelque chose à l'instar de la scène libre en Romandie et en Suisse alémanique. Cette troupe se finançait d'un projet vers l'autre et puis a continué d'avoir la confiance nécessaire pour pouvoir continuer. Ensuite, la troupe a trouvé à Wildeck une ancienne salle de cinéma où elle a pu s'établir. Et alors, il y a eu une transformation de ce groupe de créateurs de théâtre qui a mué ensuite pour devenir le Théâtre Marie. Moi, je n'en faisais pas partir encore. Je ne peux donc pas vous dire comment ça s'est passé, mais il y avait certainement un triangle entre le financement, la production et les manifestations en Argovie. Et on avait la Tourlaube à Rau et le Kiek à Baden. Eh bien, il y a comme un triangle qui s'est formé où deux villes, Aarau et Baden, avec le canton, nous permettent de produire nos productions du Théâtre Marie. Alors, c'est des coproductions, justement. Très souvent, parfois, il y a des personnes qui se sont engagées. Les membres de la famille Kneta, par exemple, doivent être mentionnés, qui ont été actifs aussi en portant plusieurs chapeaux. Et depuis lors, nous avons passé un contrat de prestation avec le curatoire argovien, le canton et la ville, et cet accord se renouvelle assez tacitement tous les 3 ans. Bon, il y a quand même des négociations de fonds. Nous devons réaliser 50 représentations, 2-3 projets nouveaux par an. C'est assez donc de prestations, mais nous avons beaucoup de prestations en contrepartie dont nous pouvons bénéficier. Et cela nous donne une sécurité, une structure. Et cette structure est comme un tremplin pour nous. Cela nous donne la sécurité nécessaire pour pouvoir produire des représentations, pour pouvoir nous activer aussi au niveau politique, parce que nous avons la sécurité, nous avons les ressources qui garantissent que nous serons encore là l'an prochain, que nous existerons et persisterons. Donc, nous avons des perspectives d'avenir réelles. Nous ne sommes pas obligés de faire du travail de lobby pour obtenir un prochain projet. Non, nous avons déjà dans notre dos une structure établie et forte, ce qui est un argument très fort pour l'établissement de structures durables, justement.
Et monsieur, vous avez mentionné un point très important lorsqu'on essaye de comprendre ce qu'il faut entendre par lobbying, par travail de lobby. Alors, je pense que on comprend qu'il est très important de ne pas simplement montrer ce que l'on fait, mais qu'il s'agit notamment de savoir persuader. Il s'agit aussi de cet espace de rhétorique, de communication, d'information, de l'aspect de confiance. Et donc, il faut aller au-delà de ce que l'on dirait normalement en tant que créateur dans le domaine de la culture et savoir exprimer d'autres arguments encore. Alors, quels sont les arguments que vous avancez vis-à-vis des milieux politiques? Tout d'abord, j'exprime toujours notre gratitude. Nous sommes très reconnaissants. Le canton d'Argovie, les autorités, l'administration, mais aussi les milieux politiques peuvent à juste titre être très fiers de cette tradition et de ces structures qui ont été créées. Et lorsque nous avons l'honneur d'être présents dans le contexte de ces rencontres du théâtre, participer à un tel podium, eh bien, je pense que cela peut montrer aussi aux autorités du canton que cette interaction joue bien. Alors, la politique et les autorités participent dans nos activités, justement. Merci beaucoup. Je me tourne vers Estelle Reva. Je l'ai dit en introduction, en fait, vous êtes une artiste, vous êtes d'abord une artiste, principalement une artiste, et peut-être pour partager avec nous cette expérience que vous avez vécue, vraiment nous dire maintenant, alors que vous avez passé presque, vous êtes resté évidemment artiste, mais vous êtes attaqué, vous êtes entré dans ce milieu du politique, nous parler de vos expériences avec vos premiers contacts avec le milieu du politique, comment il faut leur parler. Est-ce que vous avez essuyé aussi des échecs? Qu'est-ce que vous avez appris de toute cette expérience? J'ai appris beaucoup parce qu'effectivement, quand je me suis lancée dans cette aventure, je ne connaissais pas grand-chose au monde politique, comme beaucoup d'artistes. J'aimerais juste revenir sur le terme de lobbyiste parce que je ne me perçois pas du tout comme une lobbyiste. En fait, moi, j'ai simplement été à la rencontre du monde politique sans aucun préjugé. Pour essayer de les sensibiliser. C'était vraiment mon premier but, de les sensibiliser à notre réalité quotidienne en tant qu'artiste qui avait tout perdu dans cette crise. Et donc, ça a commencé comme ça. Et donc, j'ai appelé les gens un à un, simplement en parlant avec mon cœur et avec sincérité, sans changer d'ailleurs mon discours, que ce soit en m'adressant à un parti ou à un autre, simplement en parlant voilà, avec le cœur d'une artiste. Et ça a très bien fonctionné. Vous me demandez si j'ai eu des expériences négatives. Je peux dire que non, tout le monde m'a très bien reçue, avec beaucoup d'humanité. Et ça a été une très belle surprise et des très belles rencontres humaines, en fait. Et donc, moi, je mettrais cette bataille que j'ai faite sur le plan vraiment de ces relations humaines qui sont très riches. Et c'est seulement, c'est ce que disait Elisabeth Baumschneider, quand on peut construire ces relations vraiment de confiance aussi, qui permettent d'aboutir à des résultats qui sont intéressants. Parce que justement, on force personne, mais on est là avec notre conviction, notre énergie et avec une réalité très concrète. Alors, la réalité très concrète, je pense que c'est là où est le cœur de la discussion aussi, c'est que la base, c'est la mise en place d'une relation de confiance. Mais ensuite, ce qui serait intéressant aussi pour nous de savoir, c'est quelle facette de votre métier a été déterminante de communiquer? Qu'est-ce qui a été le levier ou les informations centrales qui manquaient visiblement aussi au secteur politique, dont il ne disposait pas pour pouvoir intervenir, pour pouvoir mieux intervenir en faveur des artistes là? J'imagine que vous avez aussi dû faire tout un travail de réflexion sur le type d'informations à fournir. Il y avait effectivement un grand manque d'informations, mais qui était bien au-delà de la question de la crise ou pas. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais souvent, le monde culturel ne va pas à la rencontre du monde politique, c'est un peu deux mondes séparés. Et donc, évidemment, le monde politique ne peut pas se rendre compte de la réalité du monde culturel. Et ça couvre tous les aspects, c'est-à-dire l'aspect de la production, mais l'aspect de la précarité des artistes, l'aspect du quotidien d'un artiste, des sacrifices ou pas qu'il faut faire, du type de vie qu'on mène aussi.
Et simplement, je les ai laissés rentrer dans mon monde. Donc, ça peut être avec comment est-ce que je vais faire ma démarche de perte financière et puis leur montrer qu'effectivement, ben, tous les contrats que j'ai perdus, c'était pas seulement pour tout de suite, c'était des contrats qui avaient mis plus de 6 ans à se concrétiser, que la tournée au Canada, elle va pas pouvoir se réorganiser de sitôt, que ça fait 10 mois que je suis toujours pas indemnisée, mais c'est aussi comment est-ce que je vais reconstruire maintenant ma carrière, comment est-ce qu'on me prépare un enregistrement. Là, j'en ai fait un il y a moins d'un mois, en fait, et il y a plein de politiciens qui ont été très intéressés à partager ce moment avec moi, en fait, soit par le biais de photos ou par des petites vidéos, de voir comment on travaillait, de voir que finalement, c'était 12 heures par jour, et que donc vraiment d'entrer dans le quotidien d'un artiste pour pouvoir sentir beaucoup plus précisément les besoins aussi d'un artiste et puis d'un secteur, du coup. Mais est-ce que vous avez en fait identifié comme un hiatus, c'est-à-dire que le milieu de la culture pense que les gens sont informés sur la manière dont ils fonctionnent et qu'en fait, ce n'est pas le cas, en fait, qu'il y a un déficit d'information sur l'économie du spectacle, l'économie de la culture, comment ça fonctionne? Est-ce que ça serait une piste? C'est une piste. Après, je pense que c'est aussi une réflexion plus globale parce qu'en tant qu'artiste, notre devoir, c'est aussi de faire rêver le public. Et donc, très rarement, on montre les coulisses. On ne va jamais sur scène en montrant, entre guillemets, la transpiration ou la peur ou l'angoisse. Le but, c'est de pouvoir éluder tout ça pour pouvoir créer la magie de l'instant. Et les gens ils vont au concert, au spectacle, pour voir ça. Et donc, c'est vrai qu'on est rentré dans ce cercle où personne ne va parler de sa précarité, personne ne va parler de ses blessures, de sa fatigue, parce il faut sublimer tout ça. Et évidemment, ça donne lieu à un grand manque d'informations, puisque du coup, le public, et c'est même bien au-delà du monde politique, mais le public en général ne se rend pas du tout compte de ce qu'il y a derrière un spectacle. Et ça, ce serait une piste, effectivement. Et il faut quand même y réfléchir parce que d'enlever la magie du spectacle en racontant toutes les coulisses, est-ce que c'est vraiment nécessaire? D'un autre côté, on voit bien que si on ne l'explicite pas, on arrive à une incompréhension qui peut amener à des catastrophes comme celle qu'on a vécue dans cette crise. Merci beaucoup. Je me tourne, ich wende mich an Herrn Vinzenz. Sie haben den Bereich der Kultur kennengelernt durch das Festival in Arosa und Sie arbeiten jetzt im Je Tourismus. m'adresse maintenant à Monsieur Martin Vincenz. Vous avez travaillé dans le domaine de la culture. À Rosa, maintenant, vous êtes le CEO dans le domaine de tourisme dans les Grisons. Die Kultur funktioniert und wie der Tourismus funktioniert, was könnten wir übernehmen? Qu'est-ce qu'on pourrait donc reprendre? Oui, d'abord, un grand merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là et je pense que pendant tout ce temps que j'étais dans la culture, voire dans le tourisme, je n'ai rarement parlé de lobbying. C'est plutôt la communication, le réseautage, on l'a déjà dit, et cela est aussi lié au fait qu'il faut créer de la confiance, il y a l'empathie et c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours. Et je vois que certaines branches, lors des temps de paix, comme on peut le dire, donc pas pendant la crise, donc la vie normale, sont beaucoup plus professionnels et plus réguliers. Donc, il y a deux choses là. Il y a d'un côté la structure, surtout dans le tourisme. Il y a beaucoup de structures qui rendent cela déjà possible. Je peux vous montrer cela avec l'exemple des Grisons. Pour le Parlement, 120 grands conseillers, il y a donc un club de tourisme, mais il n'y a pas de club de culture. Et donc, c'est des personnes qui se rencontrent régulièrement, on leur donne des informations, il y a un échange, différents événements, et ceci au-delà des différents partis. Et c'est quelque chose de très important. Cela se fait dans un moment calme. Il n'est pas question de trouver le prochain million, non. C'est vraiment un échange. Et on a parlé du fait qu'on ne connaît pas grand-chose de la culture, mais c'est vrai aussi pour le tourisme. Les politiciennes et politiciens ont probablement un thème
prioritaire et cela fait partie de la nature de la chose, c'est la politique. Et donc, il faut donc expliquer le tourisme à ces gens et on l'a aussi dit lors des discussions préalables. On pense toujours à l'économie quand on parle du tourisme. On montre toujours combien on est dépendant du tourisme. Les Grisons, donc un tiers du produit intérieur brut provient du tourisme. Là, il n'est même presque pas besoin de convaincre. Mais bon, c'est là donc l'approche. Et c'est l'institution du réseautage qui peut justement aider. Et puis ensuite, c'est aussi une question de personnalité. Si on peut trouver des amis, alors l'information va bien mieux circuler. Et ne pas vraiment se délimiter sur la base des différents partis. J'ai vu que les gens de la culture discutent plutôt avec les partis plutôt de la gauche et les branches qui se basent plus sur l'économie vont plus parler aux partis de droite. Et quand j'ai commencé, moi, mon travail, j'ai demandé, est-ce que vous avez aussi montré notre nouvelle stratégie à l'UDC? Donc, j'ai invité directement ce parti, on a discuté et c'était un vrai échange à un niveau très agréable, à pied égal. On a vraiment pu discuter ensemble. Et je crois que depuis ce moment-là, un politicien de sociodémocrate ou autres vont discuter différemment ou réfléchir différemment. Merci, c'est intéressant d'effectivement avoir des contacts aussi avec les partis qui, à première vue, ne peuvent pas nécessairement défendre au mieux nos intérêts. Représentante du Parti socialiste, est-ce qu'il faut renoncer à vous approcher pour faire du lobby dans la culture? Non, pas du tout, parce que sinon on va se vexer, parce qu'il y a aussi toute la diplomatie et la psychologie fine de savoir comment ne pas décevoir les amis qui seraient potentiellement institutionnellement acquis et ceux qu'il faut plutôt, entre guillemets, convaincre. Par contre, je crois aux vertus de la diversité et certainement aussi à la nécessité de ne pas avoir de préjugés. Parce que de plus en plus aussi, dans les partis, il y a des courants différents et on peut être très étonné du débat qu'on peut avoir avec un homme ou une femme de gauche par rapport à la culture, qui sera peut-être très critique, alors qu'avec quelqu'un de droite, il y aura un débat beaucoup plus ouvert sur l'expérience culturelle. Je pense que les hommes et les femmes, qu'ils fassent de la politique ou pas, ont envie d'expériences sincères et authentiques, de ne pas être justement utilisées. Mais c'est vrai qu'au niveau de la culture, j'ai quand même le sentiment que lorsqu'on parle du budget d'un canton, du budget d'une grande ville, du budget on le met quand même encore sous l'imputation d'un centre de coût. On ne le voit pas forcément toujours comme un investissement qui est bien sûr, je veux dire, contribue au rayonnement du canton, contribue à la reconnaissance de différents métiers. Mais quand on fait des arbitrages budgétaires, là je peux parler du canton du Jura qui a des moyens extrêmement modestes, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression que la culture c'est nice to have et puis que si on soutient moins, c'est quand même pas complètement tragique. Alors que du côté du tourisme, il y a une corrélation assez directe avec les rentrées financières, avec oui, une meilleure entre guillemets, compréhension de ce que ça apporte plus globalement à une région. Alors que de toute manière, maintenant, je dirais qu'il y a aussi un métissage entre tourisme et culture. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu quand il s'agissait de se battre pour le théâtre du Jura, tout le monde disait au niveau identitaire, il nous faut un théâtre, on est les seuls en Suisse romande. Enfin, je ne vais pas vous faire tout l'article sur ce théâtre qu'on aura enfin maintenant, mais on avait vraiment quand même le sentiment que encore et encore, c'était au privé de s'en préoccuper en premier, que c'était des fondations qui devaient prendre leur lait et que ce n'était pas forcément un élément de politique publique. Et là, je pense qu'il y a vraiment des choses à construire
pour que les politiciens et les politiciennes comprennent mieux, comme ça s'est construit par rapport à votre théâtre, Marie, mais aussi que le monde culturel parle aux politiciens et aux politiciennes avec, je ne veux pas dire du respect, mais des fois aussi avec un peu d'empathie, parce qu'il faut voir les ramassés qu'on se reprend par le monde culturel. Je veux dire, parfois, je peux comprendre que mes collègues disent, je ne vais pas entrer dans les confidences du gouvernement jurassien de l'époque, mais moi, je venais avec mes demandes, et puis on me disait, oui, mais pourquoi ils font cours payé bon, ça, je peux dire, il y a peut-être... Pourquoi ils font cours payé Alexandre Voisard pour aller au Canada faire des lectures? Franchement, qu'est-ce que il va lire, et puis encore, il a de la chance, il part au Canada. Mais alors qu'on lui expliquait qu'il faut préparer, que même si c'est un artiste reconnu, il contribue au rayonnement du canton du Jura, il a toute une carrière sur laquelle il a dû construire. Ça aussi, je crois qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension sur la situation financière des artistes, et Madame Reva l'a expliqué. C'est pas juste... on doit être pauvre pour oser obtenir quelque chose. On doit pouvoir expliquer, comme n'importe quelle entreprise dans les RTFL, qu'on est en manque total de revenus, mais on ne doit pas être au bout du bout avant de pouvoir bénéficier d'une aide au niveau culturel. Mais tout ça pour dire que souvent, il y a le risque d'associer encore la culture à du divertissement. Moi, une fois, j'ai dit, mais je ne suis pas la ministre du secteur farce et attrape, je vous vends des turlutes ou je ne les prends pas. C'est véritablement un élément de cohésion sociale, un élément d'intégration sociale. Je veux dire, au niveau du sport, par exemple, on parle du tourisme, mais au niveau du sport, c'est aussi beaucoup plus facile d'avoir comment dire, des budgets qui sont portés par tout le monde qu'au niveau de la culture, en tout cas parfois dans les régions rurales. Alors justement, la question des types d'arguments, je trouve que c'est très important ce que vous avez dit avant. Vous avez cité la cohésion sociale, vous avez aussi cité l'impact économique, et là j'ai entendu qu'il y avait encore du travail à faire malgré les différentes études qui ont été publiées dans différents cantons sur l'impact économique du secteur de la culture. Donc là j'entends qu'il y a quelque chose à ajouter. Elisabeth, est-ce qu'il faut arriver chez vous avec, en ayant aussi déjà peut-être cette sensibilité, de dire voilà, vous êtes du côté du PS, est-ce qu'on va vous servir, vous proposer un argumentaire plus orienté en fonction de votre orientation politique, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes intéressé à avoir toute la palette des arguments à votre disposition pour convaincre Alors moi, je pense que je préfère avoir toute la palette parce que je veux avoir le sentiment ou l'illusion de maîtriser les arguments pour parler avec mes collègues de la droite, ou bien pour ne pas juste me dire, ah bah moi, ils m'ont donné ces biscuits-là, ceux-là, ils les donnent à d'autres, et puis le dialogue est un peu difficile quand on ne parle pas la même langue. Donc, je pense qu'il faut nous donner le tout, mais par contre, ne pas s'attendre à ce qu'on défende le tout, mais voir qui peut être le meilleur ou le plus crédible ou le plus authentique ambassadeur ou ambassadrice par rapport à un thème, ou bien par rapport à un argument, parce que tout le monde n'est pas crédible pour défendre tout. Et ça, je pense qu'il faut aussi le travailler. Et puis, je pense vraiment à la transparence. Et je pense que Madame Reva, son succès, ou le fait qu'elle ne s'est pas repris des téléphones crochés au nez, c'est l'authenticité de sa démarche. C'est aussi, il ne faut pas le négliger, une artiste reconnue qui est crédible dans sa création artistique. Il y a beaucoup de milieux culturels qui doivent déjà être légitimés dans ce qu'ils font. On ne reconnaît même pas ce qu'ils font. J'entends au niveau de la création théâtrale, ou bien au niveau du théâtre de rue, ou bien il y a aussi tout ça. Il faut donner envie aux politiques de comprendre toute la démarche, par exemple au niveau de la médiation culturelle pour les jeunes, pour qu'il y ait un dialogue et une parole qui est entendue. Votre parole, Madame Reva, elle a tout de suite été entendue parce qu'elle était légitimée par un parcours professionnel, par une expertise, par un talent. Si vous étiez pas qui vous êtes, je ne pense pas que tout le monde vous aurait écouté avec la même attention ou bien avec le même respect. Ça fait aussi partie de peut-être trouver les bons ou les bonnes ambassadrices, mais en embarquant les autres avec. Parce que sinon, on peut aussi avoir un risque de cliver et se dire, on ne prend que les talentueux, et puis les autres, on verra pour la suite. Oui. Je trouve intéressant, effectivement, comme vous l'avez dit, le standing
le statut à l'intérieur de la scène musicale est important, mais également le moment, parce que c'était la crise. Donc là, vous aviez quelque chose à raconter qui était peut-être différent de ce qui était habituel. Mais combien durables seront ces contacts que vous avez pu créer? Donc, T-Punkt, une association pour les créateurs de théâtre indépendants. Là, il y a déjà cet effort de créer des tandems culturels, un tandem entre culture et politique. Donc, une personne active en culture qui se lie à un ou une politicienne, qui l'invite à participer à un rehearsal, à une production, à quelque chose. Mais il y a peu de personnes qui s'annoncent quand on propose cela. Comment fait-on pour vraiment avoir une certaine durabilité dans cette démarche et également avoir un résultat point de vue chiffre? Car il y a finalement peu de personnes qui s'intéressent et il y a quand même des politiciens et politiciennes qui s'intéressent à la culture. Comment en même temps avoir une durabilité? Voyez ça maintenant à ce moment-là. Et puis, j'aimerais aussi que vous peut-être nous disiez quelques mots sur les partis politiques, votre contact avec les différents partis. Je vais peut-être commencer par cette deuxième question. Effectivement, j'ai eu des contacts avec tous les partis et j'ai trouvé dans tous les partis des personnes très à l'écoute. Évidemment, probablement qu'ils n'ont pas été sensibles aux mêmes arguments. Mais je crois qu'effectivement, quand on est aussi soi-même à l'écoute, et moi, ça a été un grand apprentissage parce qu'en venant du terrain, évidemment, on est très concentré sur notre réalité. Mais à la fin, pour trouver des solutions, il faut prendre en compte la situation globale. Alors, il y a la réalité du terrain, mais il y a aussi une réalité politique, administrative, juridique aussi, même si on a des ambitions et on se dit qu'il faut absolument que ça passe. Si juridiquement, il n'y a pas de base légale, eh ben, ça ne pourra pas le faire. Et puis aussi, bon, voilà, des réalités économiques qui pèsent beaucoup dans la politique globale de notre pays. Et je crois que c'est aussi de notre devoir en tant qu'acteur culturel de prendre en compte tous ces éléments pour pouvoir ensuite arriver à une solution concrète, pragmatique, qui puisse vraiment être réaliste. Parce que si on reste campé sur ces positions de nos besoins sur le terrain et qu'on n'arrive pas à les accorder, si j'ose dire, avec les réalités de nos interlocuteurs, il n'y aura pas de solution à la fin. Et ça, c'est un grand danger de ce que j'ai vu aussi dans le milieu, c'est que souvent les acteurs culturels se battent pour des choses presque idéologiques, en fait, qui seraient dans un monde idéal, peut-être parfaite, mais qui n'ont aucune viabilité sur le plan politique, qui ne rassemblent pas, qui n'ont pas de majorité. Il y a un moment, il faut aussi tenir compte de la réalité quotidienne d'un parlementaire fédéral. Il a énormément de sujets à traiter. Pas beaucoup de temps. Donc, si on a 54 revendications, ça va être compliqué pour lui d'avoir des priorités. On voit aussi qu'on ne peut pas se battre sur tous les fronts. Et ça, je crois qu'il faut, nous, être à l'écoute aussi et s'adapter. Ça me paraît très important. Et pour la question de la durabilité, je pense que aussi le fait qu'on ait abouti à des choses très concrètes ensemble, c'est pour ça que j'aime bien dire qu'on était une équipe parce que finalement, moi, j'ai pas fait grand-chose. J'ai informé, j'ai sensibilisé et on a eu des relations humaines magnifiques qui se sont créées. Mais au fond, c'est les parlementaires qui ont agi, qui ont voté, qui ont fait que ça devienne concret. Et là, dans cette dynamique, on va essayer de poursuivre en fait par rapport à la relance, par rapport à la question du statut des acteurs culturels. Et, et c'est aussi très beau de voir qu'il y a une suite et qu'il y a un élan et qu'il y a vraiment cette envie en fait de continuer. Et je crois que personne ne se sent forcé, c'est juste parce que peut-être que chacun a compris que c'était nécessaire. Et ouais, en tout cas, c'est quelque chose de touchant pour moi en tant qu'actrice culturelle, mais je crois que cette dynamique, au moins cette crise aura apporté ça peut-être, de pouvoir changer un tout petit peu le paradigme.
Vos propos rejoignent ce que disait Elisabeth finalement en début de débat aussi, la qualité et l'authenticité et la sincérité qui sont fondamentales malgré aussi cette question d'éthique qui vient se greffer là-dessus avec tous les problèmes qu'on a pu voir dans certains secteurs économiques voilà, où l'éthique a parfois été mise à mal. Martin Vincenz, was können wir jetzt auch wirklich Martin Vincenz, que pouvons-nous apprendre du secteur touristique? Il serait intéressant d'avoir plus d'informations quant à l'organisation au niveau national. Comment est-ce que cela fonctionne-t-il? Comment est-ce que cela fonctionne quand tout va bien? Oui, volontiers. C'est un peu comme une structure à 2 niveaux. Il y a donc une partie dans les régions et puis aussi au niveau national. Il existe 13 différentes régions de tourisme, dont les Grisons, également la région de Fribourg. Et puis, il y a tous les 3 mois un échange qui a lieu pendant l'année. Et là, déjà, comment dire, on est souvent aussi concurrents. Mais lors de ces échanges, on voudrait surtout penser les uns aux autres au tourisme pour la Suisse. Et donc, ces conférences des directeurs, directrices régionaux est une partie de cela. Ensuite, et c'est probablement similaire à la culture, il y a les différentes branches, comme il y a littérature, musique, spectacle, etc. Il y a aussi les remontées mécaniques, l'hôtellerie, la gastronomie. Et là, chacun a bien sûr ses propres intérêts. Mais quand on est dans une crise, alors là, nous avons des délégués qui vont pouvoir se regrouper. Et c'est quelque chose qu'il y a eu peu ces derniers temps, que il y ait si rapidement une telle réunion possible entre ces délégués et les conseillers fédéraux, qu'on puisse vraiment discuter, viser certains objectifs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, il y a besoin d'une certaine professionnalité dans la communication. Il y a un principe de marketing, KISS, Keep it simple and short, garder cela bref et concis. Donc, on doit avoir un message clair, compréhensible, one voice, parler d'une voix. Et donc, on doit concentrer cela et on doit vraiment discuter de cela, car les gastronomes veulent peut-être autre chose que les hôteliers. Et là, il y a aussi les risques qui sont là. Par exemple, les gastronomes, ce sont eux qui ont hurlé le plus fort. Et ce n'était pas toujours très sympathique. Et même dans la branche, on a senti cela comme étant un peu trop rude, trouver le bon ton. Et puis en même temps, cela a quand même généré un peu d'attention pour le tourisme. On nous a vus et heureusement, les autres discussions étaient suffisamment diplomatiques et orientées vers les objectifs. Encore un exemple, comment il ne faut pas faire lors d'une crise, et c'est toute cette situation autour du personnel soignant. J'ai aussi travaillé pendant 8 ans dans un hôpital, dans la communication, et je le savais, je le sais combien important est ce domaine et combien il y a de la mérite de travailler là-dedans. Mais quand on veut en fait commencer à parler salaire au milieu de la crise, on perd peut-être de crédibilité. Il ne faut pas mélanger trop de choses. Donc, un message auquel on croit, qui doit convaincre, on doit être authentique, on doit y croire. Et puis ensuite, il faut effectivement présenter ce message de façon concentrée. Monsieur Bachmann, comment avez-vous vécu cette compétition qu'il a mentionnée entre les secteurs? Chacun essaye d'obtenir quelque chose, les positions sont divergentes. Alors, au niveau suisse, comment est-ce que vous avez vécu cela pendant cette période de Covid, vous qui représentez donc les arts de la scène? Pour le dire de façon autocritique, on est
n'était pas vraiment en concurrence avec le tourisme au début. Non, à l'intérieur de la culture. Eh bien, non, pas vraiment. J'avais plutôt l'impression que dans le milieu culturel, il y a eu cette réalisation qu'il fallait parler d'une seule voix, que les associations culturelles se sont regroupées assez rapidement. On a vu combien on était diversifiés et parfois aussi séparés, mais pendant cette année, je crois que la conscience a vraiment augmenté, été réalisé qu'il y a besoin d'une task force culturelle et que la culture suisse, Suisse Culture, puisse effectivement être le fer de lance, qu'on essaye de parler d'une seule voix. On n'a pas toujours réussi lors de ces rencontres avec Alain Berset, où il y avait beaucoup de personnes qui participaient à obtenir ce qu'on voulait, mais la conscience est là. Il faudra un certain temps pour que les structures suivent, s'améliorent. Mais je crois que c'était un aspect tout à fait positif de tout cela. Et puis le fait aussi que on sache que des structures régionales sont nécessaires et puis en même temps, il faut avoir des délégués de la part des régions qui se regroupent au niveau national, qu'on ait une sorte de pyramide dans la scène culturelle. Je crois que c'est quelque chose qu'on a réalisé, on est en bonne voie. Une question que je me pose est, bien sûr, il y a besoin de ressources pour une association culturelle d'Argovie. Là, il y a besoin d'un secrétariat, même s'il y a peu de postes qu'il faut, mais quand même, il y a besoin de ressources. Alors, il faut aussi prendre cela dans l'argent qui nous est donné pour la culture. Alors, il y a des questions qui se posent. Alors là, il y a cette petite association régionale, mais il y a aussi l'association nationale qui a besoin d'argent. Comment est-ce qu'on s'organise pour que toutes les structures reçoivent ce qu'il faut? Cela demande du temps. Et c'est certainement une discussion qu'il faut en fait mener avec les délégués à la culture, hein. Je crois que cette interaction entre les différents partenaires est quelque chose qu'il faut clarifier. Ce Covid et en particulier cette question de l'aptitude du milieu culturel à se coordonner, à prioriser. Est-ce que là, il y a encore des progrès à faire? Comment vous avez vécu ça? Oui, je suis désolée, je pense qu'il y a quand même une concurrence dans la culture au sein même. Après, pas une concurrence, comment dire, agressive, mais je pense que chacun défend aussi un peu son périmètre pour pouvoir exister. La task force de la culture, elle a vraiment le mérite d'exister. Je voudrais pas du tout lui jeter la pierre, mais à un moment donné, il y avait une série de revendications qui étaient trop importantes pour pouvoir être prises en considération dans la discussion, par exemple, sur les questions de RHT ou bien de RTFALE ou autre. Et puis, ce qu'on n'a encore pas du tout abordé, c'est qu'il y a quand même aussi une diversité des situations selon les régions linguistiques. Les modèles de gouvernance des institutions ne sont pas les mêmes. Donc, si je discute au sein de la commission de sciences, culture, d'un modèle de gouvernance avec Rudi Noser ou ce que je vis en Suisse romande, c'est deux mondes. Et c'est pas seulement parce que c'est Zurich et peut-être un plus petit canton, c'est que les institutions sont pensées différemment. Donc, pour que les politiques puissent prendre des décisions communes, il faut qu'ils comprennent aussi la diversité des systèmes et qu'on le leur explique. Parce que sinon, vous êtes un peu comme dans un aquarium, puis vous dites « Ah non, mais moi, je défends plutôt ce modèle-là. » Et puis, votre collègue va dire « Non, mais tu n'as pas compris, ça, c'est la responsabilité je sais pas, moi, du Träger du projet. » Puis on se dit « Ah, mais non, mais chez nous, c'est pas comme ça. » Et c'est vrai que c'est pas comme ça. Et le « c'est pas comme ça », je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de nous l'expliquer. Et il n'y a pas un modèle qui est juste ou faux, mais il y a quand même des modèles extrêmement différents. On s'est pris la tête sur ce que ça veut dire les intermittents du spectacle, parce que c'est pas la même chose en Suisse romande ou bien en Suisse alémanique. Les contrats en chaîne, c'est pas la même chose. Donc, il me semble qu'il y a vraiment encore toute une pédagogie pour montrer la diversité, puis surtout
ne pas jouer la concurrence en disant c'est mieux en Suisse allemande ou en Suisse romande, mais c'est différent. Et puis, il faut soutenir les deux types de modèles. Alors, c'est vrai que la task force, moi, je pense que c'est vraiment extrêmement important, mais elle a aussi eu le don parfois d'exaspérer parce que un jour avant la séance, vous aviez 12 pages en vous disant il vous faut demander ça, puis vous avez l'impression que si vous ne le demandiez pas, alors là, il y a des fois un peu de la pression sur les partis de gauche parce qu'on se dit si on n'est pas fidèle à ce qu'on nous demande, c'est comme si on était pas cohérent par rapport à une politique de soutien à la culture, et c'était juste pas possible. Avec Suisse Culture, je pense aussi qu'il y avait, et c'est encore nécessaire, tout un débat à avoir pour que cette parole, elle ne doit pas être unique, mais elle doit être harmonisée. Je veux dire, comme vous disiez, il faut accorder. Je pense qu'effectivement, le politique doit aussi comprendre pourquoi, quand tel et tel vient lui expliquer une situation, elle est différente, mais que celle de l'autre est aussi exacte. Et ça, je pense que les régions linguistiques ont encore un grand rôle à jouer, parce que c'est vraiment très différent en termes d'organisation. Et puis peut-être, si je peux encore me permettre, il me semble aussi que il faudrait un peu cartographier les milieux politiques. Je ne devrais pas vous dire ça, mais regardez, par exemple, il faut vraiment appeler les chefs de groupe, quoi, j'entends. Si vous vous dites, bon, il faut prendre des gens de son canton, de sa région, mais vous pouvez vraiment vexer des personnes si vous ne passez pas par le chef de groupe, parce qu'il y a quand même toute une manière de faire pour que les personnes aient le sentiment de ne pas être écartées. Et puis peut-être ce qu'on n'a pas beaucoup abordé avec Madame Revas, c'est que, somme toute, elle a pris un risque, parce que ça aurait aussi pu ne pas fonctionner. Et je pense que ça, les politiques l'ont apprécié, que vous preniez le risque de prendre votre téléphone, d'être exposé. Tous les médias se sont intéressés à vous, mais je pense que ça a aussi pas mal énervé. Et là, vous avez pris un risque, on a eu l'occasion d'en parler, et je pense que ça a aussi été apprécié. Mais de nouveau, hein, jusqu'où le risque il vous sera utile, ou à partir de quel moment tout à coup on se dit mais bon, on n'en a plus besoin de Estelle Reva. Et je dis avec dureté, quoi, j'entends, mais et comme vous avez dit, par bonheur, parce qu'elle est crédible, parce qu'elle est documentée dans ce qu'elle apporte, il y a une durabilité, et puis il y aura des super projets qui sont en train de se construire, et on est tous ravis de ça. Mais ça, je pense quand même que le discours culturel n'est pas encore... Oui, il n'y a pas une confiance entre les différents acteurs culturels aussi, entre eux parfois. Et ça, je pense que ça doit aussi se construire. Ce n'est pas une critique, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que parfois on peut se dire non, mais ça ne joue pas encore. Je pense que... Mais je ne veux pas dire que vous avez tort en disant qu'il n'y a pas de concurrence, mais je l'ai un peu observé quand même. Merci beaucoup. Alors, on a des indices précieux depuis le début de cette discussion sur les choses sur les lessons learned, en quelque sorte. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ça fonctionne mieux? On va se tourner maintenant aussi vers l'avenir, parce que la crise n'est pas finie. Et puis, c'est peut-être le moment de vraiment penser à structurer ce secteur. Donc, Elisabeth, je vous repose la question. En fait, vous, en tant que parlementaire maintenant, en étant aussi extrêmement sensible au milieu de la culture, vu que vous l'avez soutenu, vous l'avez vu de différentes perspectives. Quels sont actuellement les besoins que vous identifiez par rapport à la situation actuelle, aussi de la loi Covid et le secteur de la culture? Où sont les besoins? Moi, je pense qu'il y a vraiment un besoin, c'est la question du statut des personnes qui travaillent dans le milieu culturel. Parce que je pense qu'il y a vraiment une incompréhension sur ce que c'est que ces contrats, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit sur mandat. Et tout ça, je pense que, d'ailleurs, c'est un des grands chantiers, hein, Madame Reva, à travailler. Mais je pense effectivement qu'il y a vraiment à travailler sur la question du statut, parce qu'il est extrêmement précaire. Et puis, voilà, j'étais directrice d'une haute école. Je pense que si on veut former comme on forme des jeunes, on doit aussi être honnête sur leurs possibilités de vivre ensuite de leur travail, et que c'est pas juste un à côté, ou que c'est que les vertueuses qui s'en sortent. Donc pour moi, c'est vraiment la question du statut, et puis la question, bon, monsieur l'a réussi et c'est formidable, la question de reconnaissance institutionnelle
qui donne un socle de base au financement. Parce que si vous devez systématiquement courir après le financement de votre saison, ça prend un temps fou, c'est exigeant. Même la Loro ou bien Swiss Rosewood sont extrêmement exigeants dans la construction des dossiers. Donc, il faut un socle de base, un peu comme quand vous avez pas un théâtre, un musée où vous avez votre exposition entre guillemets, de base, et puis vous faites des temporaires où vous cherchez de l'argent, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit stabilisé. Et là, je pense que les politiques doivent investir plus, mais c'est la même chose dans le tourisme. Il faut aussi que les structures aient des fondamentaux de base. Parce que c'est vrai que nous, on a Jura 3 lacs, hein, vous parliez des Grisons. C'est vrai qu'ils nous demandent toujours un financement de base et ils ont totalement raison. Si vous devez déjà rien que passer votre temps à chercher de l'argent, ouais, voilà, ça vous épuise. Merci. Alors, à Estelle et à Patrick en tant que actrices culturelles et travaillant dans une structure culturelle aussi, quels besoins vous identifiez au niveau maintenant suisse, hein, au niveau de ces besoins que nous devons identifier. Mais j'aimerais aussi peut-être proposer ensuite aux personnes qui sont présentes de préparer d'éventuelles questions pour qu'on puisse aussi échanger et avoir vos points de vue dans ce débat. Donc, je donne maintenant la parole à Estelle et à Patrick et je vous propose ensuite de recueillir aussi vos questions. Vas-y. Ja, was braucht es in Zukunft? Oui, alors quels sont les besoins à l'avenir? Eh bien, nous avons lancé ce dialogue qui est en cours maintenant. Nous devons le continuer, l'intensifier. Et vous, Monsieur Vincenz, vous avez mentionné un club pour des rencontres récurrentes avec des milieux culturels et politiques et que cela se passe à tous les niveaux, communaux, cantonaux comme fédéraux, et qu'il faut beaucoup de temps pour cela, pour améliorer les choses, mais qu'il est essentiel qu'il y ait cette volonté d'entrer dans un dialogue. Alors effectivement, en Argovie, nous y sommes parvenus. Il y a des personnes qui sont d'accord de se mettre à la recherche au-delà des limites des partis pour entrer dans ce dialogue avec nous à 2 fois par an. Oui, alors nous avons parlé argent, nous avons parlé projet de transformation, mais est-ce qu'il faut plus encore? Oui, alors le réseau pour la politique culturelle de Bâle a constaté que nous avons besoin d'une ouverture des théâtres. Et nous devons, à assez court terme, pouvoir abolir cette limite supérieure des 50 personnes parce que nous avons des grands théâtres avec de très grandes salles et en adoptant des concepts de sécurité, de protection adaptés, eh bien, nous pouvons certainement réunir plus de personnes encore. Et il y a beaucoup de personnes qui, au quotidien, réfléchissent à la question de savoir comment organiser notre vie sous conditions de pandémie dans les différents domaines et je ne comprends pas pourquoi pour la culture, on ne respecte pas assez justement l'engagement des milieux de la culture à adopter des comportements de sécurité pour garantir une plus grande ouverture. Donc, une meilleure coordination et plus d'ouverture, n'est-ce pas? Oui. Dont on a besoin comme acteur culturel, de se remettre au travail, parce que même s'il y a des indemnisations, en fait, déjà, elles sont arrivées trop tard. On a déjà perdu presque 50% des acteurs culturels en route parce qu'ils ne pouvaient plus faire face à leur situation financière. Et les 50% restants, il y en a énormément qui ne sont plus montés sur scène depuis plus d'une année et dont on a une perte de compétences énorme. Et ça me fait peur. Donc, il faut qu'on puisse remettre les gens au travail, leur donner la possibilité de se produire à nouveau. Donc, il faut des ouvertures réalistes et je crois que là, il faut une meilleure
coordination, parce que quand il y a des annonces d'ouverture à 50 en intérieur qui sont complètement indépendantes des jauges ou des conditions particulières de chaque lieu, ou qu'on nous annonce qu'on peut peut-être aller dehors, sauf que 3 jours après, ils annoncent la neige, c'est un peu utopique. Et donc ça, moi, ça me pose un problème. C'est pas réaliste et ça peut pas se mettre en place rapidement. L'autre chose, de mon point de vue, il faut un plan de relance parce que la production culturelle, bien sûr, il y a beaucoup peut-être de projets qui sont en suspens, mais il n'y a plus personne qui a les moyens de concrètement les produire. Et que quand je dis concrètement les produire, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que ces projets se réalisent, qu'on puisse signer des contrats avec des artistes, qu'on évite de surtout signer aucun contrat ou alors de mettre une clause que s'il y a le moins de problèmes liés au Covid ou à autre chose, on puisse casser le contrat. Qu'on puisse retrouver un système de production assez normal avec des liens de confiance entre les acteurs culturels, je dirais artistes, techniciens, mais aussi les organisateurs, les producteurs et le public. Et tous ces liens de confiance actuellement, ils sont brisés. Et je peux donner un exemple concret pour les indemnisations de pertes financières. Il faut présenter un contrat. Eh ben, très, très souvent, l'organisateur refuse de donner ce contrat. Même pour des projets qui avaient été signés, ou en tout cas, parce que bon, voilà, dans notre milieu, j'avoue qu'il y a aussi un fonctionnement qui est un petit peu folklorique parfois, mais rarement on signe le contrat 2 ans avant. C'est dit dans un mail, et puis ensuite, bon, le contrat arrive peut-être un mois avant la production, voire même on le signe le jour du concert. Ça a toujours fonctionné comme ça, sauf que maintenant, on utilise cette précarité qui existe autour des contrats pour justement ne plus signer de contrat. Et vous vous retrouvez, j'ai vraiment été engagée dans des très grosses séries, des engagements qui dataient avant la crise, et on a refusé de me donner le contrat pour faire mes demandes de pertes financières. Et donc, je crois qu'il faut quand même prendre conscience que cet arrêt prolongé, qui a été d'ailleurs très brutal, mais de toutes les manifestations culturelles, plus le fait que tout le système d'indemnisation était je dirais, peu efficient, est arrivé trop tard. Il y a eu une perte de confiance de tous les acteurs culturels dans ce système. Ça a fait que le secteur culturel est actuellement détruit ou pratiquement totalement détruit, et qu'il va falloir le reconstruire le plus vite possible pour effectivement sauver les acteurs culturels qui restent encore en piste, mais aussi pour pouvoir relancer la machine, pouvoir régénérer toutes les bénéfices économiques que le secteur engendre sur d'autres secteurs, et puis aussi pour pouvoir permettre à la population de jouir de toutes ces productions, comme le disait Elisabeth Baumschneider, en termes de cohésion sociale, nationale. On sort d'une crise terrible pour tout le monde, et je crois que c'est aussi une chose importante de pouvoir redonner ce rôle à la culture. La culture a été extrêmement solidaire de la population pendant cette crise. Je crois que chaque artiste, au début, a trouvé ça tout à fait normal de mettre à disposition de la population gratuitement le fruit de son travail, en se disant qu'il avait vraiment un rôle à jouer, qu'il devait permettre à la société de passer ce cap. Et je crois qu'on pourra tous remarquer que les acteurs culturels ont d'abord fait ça sans se manifester et sans demander des indemnités particulières, parce qu'on croyait tous, et moi la première, que ça allait venir. Et comme on est habitué à une certaine précarité, on s'est dit, on tiendra 2-3 mois, et puis bon, voilà, le temps que ça s'organise. Le problème, c'est que c'est pas venu, et puis la population a pris aussi l'habitude de consommer cette culture sans payer, sans penser que ça a une certaine valeur. Au niveau politique aussi, finalement, bon, pourquoi rouvrir les salles? Pourquoi payer si finalement on peut faire de la culture dans son salon avec son smartphone? Je veux dire, voilà, si on a une vision au premier degré comme ça, un peu rapide de la situation. Et je crois que c'est aussi, bien sûr, le monde politique doit faire son rôle, les acteurs culturels doivent prendre en charge le rôle qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire en maintenant se tournant vers la relance. Et je pense que ça, c'est vraiment très important. Chacun peut faire à son échelle, hein. Moi, là, je produis une série de concerts de poche. Moi-même, j'ai été voir la ville, voilà, ça me permet d'engager 15-16 artistes qui auront du coup un cachet ce mois-ci. Et ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde, si on a un peu d'envie et un peu d'énergie. Et puis, c'est à la société maintenant de se montrer aussi solidaire d'un secteur qui a fait beaucoup pour elle et puis qui a beaucoup souffert, je crois, de la crise. Donc voilà, c'est un peu ma vision de ce qui nous attend. Et puis, bien sûr, la question du statut des artistes, mais ça, c'est une question beaucoup plus large. Comment est-ce qu'on peut assurer un minimum de filet social à ces personnes qui donnent beaucoup, je dirais même tout, et qui malheureusement sont très très peu assurés, qui vivent dans une précarité. Je crois que personne, en fait, dans un autre secteur accepterait de vivre dans une telle précarité. Et pourtant, dans le monde culturel, c'est vécu comme presque normal. Seulement, dès qu'il y a un problème, comme la crise Covid, ça prend des proportions énormes. Et puis, c'est une question plus large de quelle place
on veut donner à la culture en Suisse. Et moi qui ai beaucoup voyagé, j'ai étudié en France, en Allemagne, je peux vous dire que malheureusement, en Suisse, la culture en général a une place bien moins grande qu'en Allemagne, par exemple. Et ça part déjà par le système éducatif, en fait. Comment est-ce qu'on introduit la culture à l'école? Comment est-ce que voilà, est-ce que l'État intervient ou pas, ou le système privé, mais comment on organise la culture et comment on défend notre culture, aussi notre patrimoine culturel. Enfin, pour avoir été en France et en Allemagne de longues années, je peux vraiment dire que la Suisse est à la traîne de ce point de vue-là. Et on le voit avec la question du statut. J'ai trouvé une étude qui date de 2000 qui montrait en fait toutes les solutions que les pays européens avaient trouvées pour régler cette question du statut des artistes. C'était en 2000. Et nous, là, on est en 2021. Je me trompe des fois d'année parce que l'année Covid, j'ai oublié. Et on n'a toujours pas de système et on demande aux artistes soit de rentrer dans une case de salariés sans être vraiment salariés. Alors, il y a des intermittents, mais c'est seulement pour quelques professions très limitées. Ou sinon, il faut être indépendant, sachant qu'indépendant, selon les cantons, c'est très difficile d'obtenir un statut d'indépendant en étant artiste. J'en ai fait les frais à Genève, j'ai mis 6 ans à pouvoir l'obtenir, alors que j'avais 60 concerts par an qui étaient extrêmement bien définis comme des concerts au mandat, enfin, aucune problématique. Mais j'ai commencé ma carrière en même temps que les études. Et donc, ils ont dit, ah, bah, vous êtes d'abord étudiante. Et après, c'était un cercle infernal pour pouvoir clarifier ça. Et c'est aussi pour dire que cette situation très complexe, elle n'est pas simplement due à de la mauvaise volonté ou de la mauvaise compréhension du monde artistique, c'est juste qu'il n'y a pas les cases juridiques pour qu'un artiste puisse faire valoir sa réalité professionnelle. Et donc, on est tout le temps en train de biaiser pour essayer de nous faire entrer dans des cases qui n'existent pas vraiment, en fait. Et ça, je pense que c'est un thème qu'il va falloir résoudre. Il y a énormément de solutions possibles. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, c'est aussi comme ça que je l'ai vu ou perçu, comme une discussion où tous les partis doivent se mettre ensemble, politique, mais aussi voilà, administratif, parce que c'est aussi l'administration qui va devoir gérer ça finalement, et la réalité du terrain, de qu'est-ce qu'on peut maintenant proposer comme système complémentaire, parce que bien sûr, il y a des gens qui se retrouvent très bien dans le statut de salarié ou de travailleur indépendant, mais il y en a aussi toute une partie qui sont exclus des cases actuellement existantes. Merci beaucoup. Avant de poursuivre le débat, j'aimerais vous donner la parole. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle que je peux répercuter aussi pour les personnes qui nous écoutent en ligne? Gibt es Fragen oder Positionen? Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question, prendre position par rapport à ce qui vient d'être dit? Yeah. Je vois que quelqu'un s'est manifesté. J'ai une question par rapport à la compétition, la concurrence. J'ai l'impression que la compétition, effectivement, joue un rôle considérable dans la scène. Et peut-être pas avec les personnes avec qui tu travailles déjà, mais je voulais encore parler du tourisme. Vous avez dit que chez vous aussi, il y avait la compétition, alors que dans le domaine du tourisme, il existait déjà des structures qui vous permettaient justement de vous adresser au milieu politique en adoptant un discours clair. Mais alors, le niveau psychologique, alors j'aimerais vous citer l'exemple des Grisons, un exemple qui est peut-être applicable à toute la Suisse. D'ici 2 semaines, nous allons organiser une rencontre où nous allons réunir toutes nos destinations touristiques. Pour les Grisons, il y a 20 ans, nous étions au nombre de 113 et aujourd'hui, nous ne sommes que 16 de régions ou destinations. Donc, nous avons densifié les choses, les rendu plus professionnels, mais ça coûte son prix. Et là, nous allons nous réunir pour déviser des stratégies qui vont aussi être le point de départ pour la planification des années prochaines. Alors ça, c'est le niveau opérationnel et commercial. Et là, il y a les responsables, bien sûr, qui se réunissent. Ensuite, il y a l'autre niveau. Et dans les Grisons, depuis de longues années, il existe la communauté d'intérêt des Grisons, la ITG, qui a été fondée dans les années 70 ou 80 du siècle passé, où
il s'est agi d'introduire ces canons à neige, n'est-ce pas, ces installations pour créer la neige artificielle. Il s'est agi de les installer sur les pistes, mais on s'est heurté à une résistance très, très poussée des milieux émanant des milieux écologiques, une résistance qui a un peu perdu de sa force, mais qui s'est réactivée assez fortement depuis quelques années maintenant. Et là, si vous voulez, il existe une institution qui a justement pour mandat de sensibiliser la population, disons, et la politique. Cette institution, c'est une association qui se finance par les contributions des membres, des contributions qui ne sont pas très élevées. La dame qui assure le secrétariat est engagée à 40% d'équivalent plein temps. Donc, c'est une situation qui n'est pas facile. Ensuite, on a les associations de branches, la gastronomie, l'hôtellerie et les remontées. Et il y a une semaine, justement, j'ai eu un échange avec les organisations des remontées mécaniques et des chemins de fer de montagne. Et là, justement, il est important de savoir qu'on existe les uns des autres. On fait connaissance et donc on a des points de contact pour des échanges. Mais effectivement, parfois, il y a quelqu'un qui simplement devient, si vous voulez, égoïste dans sa démarche et va prendre les devants pour réaliser ses objectifs au détriment des autres. Cet hiver, c'était le cas pour les remontées et tout à coup, on a appris qu'il y avait une action, un programme qui allait être réalisé pour tester les exploitations, mais nous n'avons pas été informés. Alors finalement, tout le monde ne savait ce qui allait se passer. Donc, la diffusion de l'information était insuffisante. Mais il faut toujours dire que tant qu'une action sert le tourisme dans son ensemble, on peut l'accepter, même si l'information est insuffisante, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, il faut quand même un échange entre tous les acteurs en permanence. Il faut toujours maintenir le débat. C'est une tâche importante. Je rêverais revenir sur ce processus de priorisation qui est importante. Il faut fixer les priorités. Et si j'ai bien compris, les milieux culturels n'arrivent pas toujours à bien fixer un ordre des priorités pour structurer leur discours vis-à-vis des autorités. Qui ne sont parfois pas réalistes et qu'il faut priorisieren. Alors, könnten Sie uns da vielleicht erzählen, wie das da auch auf schweizerischer Ebene läuft? Wie läuft diese notwendige Priorisierung, damit man ein... Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment ça se passe chez vous? Comment pouvez-vous créer cette liste, établir cette liste des priorités? Eh bien oui, à la base, il faut se doter d'une stratégie. Et je dois dire que cette stratégie manque parfois. Je l'ai constaté aussi dans mon activité culturelle précédente. Sans qu'on définisse une stratégie, eh bien, très souvent, on ne reçoit même pas de deniers de la main publique, de la Confédération ou du canton. Et cette stratégie fixe déjà les priorités. On ne peut pas simplement chambouler complètement une stratégie parce qu'on est en crise. Non, on doit partir de la base qui est constituée par la stratégie définie pour, quitte à la modifier. On a dit chez moi qu'il fallait d'abord communiquer, ensuite sensibiliser et en dernier lieu seulement renforcer la demande. Il fallait donc que nous puissions encourager les touristes à venir chez nous et c'est après seulement que l'on va communiquer. Et là, il faut que tout le monde soit d'accord, il faut qu'on se concerte. Et une fois qu'on s'est doté d'une telle stratégie, alors la stratégie contient déjà les priorités. Et il est évident que l'ordre des priorités sera aussi influencé par
La pandémie, la question des tests, la question des vaccins, c'est des questions importantes dans le contexte touristique aussi. Et je dois dire que finalement, ce système a bien fonctionné pour le domaine du tourisme pendant la pandémie. Il a toujours été très important pour nous, justement, sur la base de nos stratégies, de prévoir les prochaines étapes. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une stratégie? Qu'est-ce que c'est que d'établir une stratégie? Il faut se rencontrer, il faut discuter, il faut débattre. Et cela peut vouloir dire qu'il y aura pas seulement des gagnants, mais aussi des perdants, probablement. Donc, si je vous ai bien compris, il faut que les uns et les autres sachent se rencontrer par la négociation. Justement, alors prenons pour exemple la gastronomie. La gastronomie à l'intérieur du domaine du tourisme est le secteur qui souffre le plus aujourd'hui, et c'est un fait. Alors, il serait terrible si la gastronomie viendrait à l'encontre des intérêts des hôteliers ou des remontées mécaniques ou des chemins de fer de montagne. Alors, nous sommes très contents que les milieux gastronomiques dans les Grisons jouent le jeu avec nous parce qu'ils ont compris que tant que nous pouvons maintenir en vie les remontées mécaniques, les domaines skiables et les hôtels, alors une grande partie de la création de valeur et de la plus-value potentielle reste ancrée dans les Grisons et pourrait être ravivée. Il faut savoir communiquer ça. Difficulté supplémentaire dans le monde culturel, là je parle plus de l'expérience peut-être dans l'art jurassien, c'est la complémentarité entre les professionnels et les amateurs. Parce que notamment dans le théâtre amateur, il y a aussi des coûts. Et lorsqu'on discute du budget, il y a une crainte des milieux du théâtre amateur ou du théâtre de rue d'être sacrifiés par rapport à des investissements plus pour les milieux professionnels. C'est par exemple la question du théâtre du Jura, c'est de se dire est-ce que le théâtre du Jura sera ce formidable vaisseau qui embarquera, j'entends tout le monde, dans son sillage, ou bien au contraire, est-ce qu'il sera extrêmement gourmand, et puis le Centre culturel du Soleil à Seigneur-Légier, ou bien le CCRD ou autres souffriront. Et c'est vraiment quand même un enjeu, je me dis, dans le tourisme, il n'y a pas que des belles histoires, hein. Il y a aussi beaucoup de petits restaurants qui ont fait faillite, il y a des gens qui n'arrivent pas à investir et c'est fini. Mais dans la culture, il y a aussi cette espèce de solidarité qui n'en est pas complètement une, mais qui en est une. Et c'est quelque chose de difficile, je pense, de faire cohabiter des systèmes très différents parce qu'ils dépendent des mêmes budgets, ou bien en tous les cas de rubriques budgétaires. Alors justement, vous posez quand même la question maintenant aussi en tant que parlementaire. Vous avez expérimenté différents milieux culturels, vous les connaissez tant au niveau cantonal qu'au niveau fédéral. Vous avez siégé aussi dans la C2IP. Comment structurer ce lobby culturel maintenant avec ses acquis et ses connaissances, hein? Franchement, je n'ai pas de solution dans la mesure où le fait de dialoguer, le fait de se faire confiance, comme je le disais au départ, est vraiment le socle de base. Ensuite, effectivement, il y a des arbitrages à avoir et je pense que c'est les politiques qui doivent les faire en étant clairs et en étant courageuses et courageux. Et ce n'est pas au monde culturel de dire c'est moi avant tout cela parce qu'on doit pouvoir expliquer en toute connaissance de cause. Mais je pense que ce n'est pas simple. Et je pense justement, je parlais plus de ma région, l'arc jurassien ou autre, on manque d'argent et c'est difficile à un moment donné de faire des choix. Et comme je disais, les amateurs sont aussi extrêmement précieux sur cette question de cohésion sociale, sur l'accès à la culture. Enfin, je trouve qu'il faudrait plus d'argent pour la culture, mais c'est une lapalissade. Mais pour arriver à ça, je pense qu'il faut véritablement construire ce réseau sans préjugés avec tous les politiciens et toutes les politiciennes. Mais
comme je vous dis, par exemple, si on prend le théâtre du Jura, je croise les doigts que ce soit la magnifique réussite que j'ai toujours souhaitée. J'entends, j'ai fait 13 ans de gouvernement jurassien. La dernière séance au Parlement, c'était de voter le crédit pour lancer le théâtre du Jura. Et maintenant, il y a des personnes qui me disent, oui, mais tu vois, tu vas assécher le Café du Soleil. Mais non, je pense pas, mais ouais, c'est compliqué. Et je pense que le dialogue est vraiment indispensable et c'est les politiques après qui doivent choisir et assumer. Alors, petite, vu qu'on s'approche aussi d'une synthèse, je vous taquine un petit peu, Elisabeth, je suis allée voir sur votre site, en fait, quelles étaient vos dernières interventions parlementaires. J'ai vu qu'il n'y en avait pas forcément beaucoup sur la culture. Donc, quel sera votre... est-ce que vous aurez un prochain combat qui sera culturel ou est-ce que vous voyez vraiment au niveau fédéral maintenant des possibilités d'agir? Alors, j'en ai un, sans faire d'intervention, parce que ça aussi, c'est un espèce de sport. Hein. Est-ce qu'il faut toujours faire des interventions ou bien est-ce qu'il ne faut pas agir au sein des commissions? Est-ce qu'il ne faut pas travailler en amont les dossiers? Alors, par rapport à la loi sur le cinéma, vous savez peut-être qu'il y a tout cet enjeu sur le pourcentage de participation des émetteurs, ce 4% qui est dans la loi au niveau du projet de la Confédération, puis qui a passé à 1% au niveau du national. Et on est en train de se battre pour arriver de nouveau à 4%, pour expliquer ce que c'est que le cinéma suisse, ce que c'est que la branche. Et là, il n'y a pas besoin de faire des interventions. Il faut juste être en... Je ne dis pas que je ne dois pas faire d'intervention, mais je veux dire, il faut dans la commission faire des alliances, avoir une majorité, ce qu'on a réussi à faire. Mais je veux dire, ce n'est pas forcément que la visibilité de l'intervention qui est le garant de la fidélité à la défense des acteurs et des actrices culturelles. Mais je pense que le statut, c'est ce qui me tient vraiment à cœur, la reconnaissance du statut des artistes et puis la reconnaissance aussi de la diversité de ces statuts. Je trouve scandaleux que des jeunes en formation qui participent à des spectacles ou autres ne puissent bénéficier d'aucune indemnité. Ça dépend des cantons, mais dans certains cantons, c'est nada parce qu'ils sont étudiants et étudiantes. Et puis, alors qu'ils participent à la vie culturelle de manière massive, alors qu'on les sollicite et il n'y a aucune indemnité qui est prise en considération. Vraiment, les questions de statut sont fondamentales. Et puis, pour terminer aussi sur cette loi Covid sur laquelle nous allons nous prononcer, hein, je crois que ça, c'est une occasion aussi d'explorer le lobby pour qu'elle passe. Oui, alors j'ose espérer qu'elle passe, parce que là, je pense qu'on se trompe vraiment de débat si on dit non à cette loi parce qu'on pense que c'est par cette loi qu'on nous oblige à vacciner. C'est pas vrai, enfin, je ne veux pas faire le débat, mais je pense qu'effectivement, il faut pas se tromper. Si on dit non à cette loi, ce sera très difficile de dire, on dira oui à tous les... comment dire, budget mis à disposition, les aides ne sont pas remises en question, c'est pas vrai. J'entends, si c'était non à la loi, les aides seront remises en question dès la fin septembre, donc c'est une catastrophe. Mais par contre, comme disait monsieur, je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences qui ont été relevées pour les cafés-restaurants, mais pour les milieux culturels, je pense que, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas réussi à dire les cinémas, les théâtres peuvent réouvrir avec des plans de protection qui étaient incroyablement stricts. Et puis, il n'y a jamais eu de cluster dans un cinéma ou dans une salle de théâtre. Et pourtant, on a maintenu fermé et vraiment brutalement fermé et longtemps fermé. Alors que dans d'autres milieux, il y a eu plus de possibilités de bouger, même si les restaurateurs n'étaient pas contents. Et maintenant, alors, je serais passionnée de discuter avec vous tous de ce que vous pensez de l'ordonnance qui obligera soit à être vacciné, soit à avoir déclaré la maladie dans un délai de 3 mois, soit à avoir un test 2 jours avant, ou de ne pas venir. Parce que le passeport sera un peu ça. Hein. Pour avoir des grandes manifestations, il faudra montrer patte blanche. Et dans certains milieux culturels, il y a une insatisfaction, il y a une révolte de devoir proposer cette expérience de vie, hein, je veux dire, partager son art, que sous conditions. Et les personnes qui ne veulent pas respecter, non, ce n'est pas pour vous. Et c'est un vrai débat de société, ça.
Vous l'avez dit, c'est vrai que je pense il y a eu beaucoup d'acquis. D'ailleurs, la table ronde le montre, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont pu avoir lieu grâce à cette mobilisation des milieux culturels, même si elle a été parfois chaotique. Mais il y a aussi des échecs. Et un des échecs, c'est effectivement le fait que les institutions culturelles n'ont pas pu ouvrir à temps. Donc là, effectivement, il a manqué un lobby peut-être plus fort. Je m'adresse à Patrick et à Estelle maintenant dans une perspective d'avenir. Il y a quand même beaucoup de choses encore à faire, vous en avez parlé, mais quel est votre point de vue sur la manière d'organiser ce lobby? Vous travaillez dans le secteur qui est vraiment à l'intérieur de ce secteur, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Est-ce qu'il faut, la task force va-t-elle continuer? Est-ce qu'il faut inventer quelque chose d'autre? Nein, von meinem Non, Gesicht. de mon point de vue, il est effectivement le fait, ainsi que les structures qui viennent d'être créées doivent être professionnalisées, peut-être rendues plus flexibles, plus sveltes. Combien il y a plus de 300 différentes régions culturelles au Grison qui se regroupent en 16 et tout à coup il y a de nouveau 30 parce que c'était devenu trop grand. Donc il faut trouver ces structures, en discuter, les établir, hein. C'est un point important. Et puis un point qui me chiffonne encore, c'est cette demande et cette histoire de passeport de vaccination. Nous, dans la culture, on voudrait effectivement pouvoir travailler à bas seuil pour que tout le monde puisse participer. Qu'il s'agisse de revendications commerciales ou financières, on peut dire les riches vont également aller skier quand les canots à neige sont financés. Mais bon, nous ne voulons pas augmenter le seuil pour la culture, par exemple en augmentant les prix d'entrée. Je crois que cela fera une situation où la politique, la société doit effectivement intervenir, mais je crois que la culture doit vraiment transmettre pourquoi la culture est un élément systémique très important. L'avenir, si vous l'appelez comme ça, du lobbying culturel, je pense que déjà, c'est très important effectivement de maintenir le dialogue, mais de façon beaucoup plus fluide que maintenant, parce qu'on parle de la task force qui a un peu le monopole, on pourrait dire, et qui ne tient pas forcément compte de toutes les réalités professionnelles. Ça, c'est assez logique et assez normal. Mais je pense aussi qu'il y a un énorme défi, c'est-à-dire que pour l'instant, le lobbying culturel est très focalisé sur les besoins du terrain et c'est déjà difficile à les concilier parce qu'il y a beaucoup de secteurs ou de sous-secteurs dans le secteur culturel avec des besoins différents et moi, j'ai l'impression aussi que c'est difficile aussi pour cette task force de se mettre d'accord par rapport aux réels besoins, mais qui sont si larges puisque ça couvre autant de sous-secteurs culturels et que on oublie du coup un petit peu de prendre en compte les autres, comment dire, oui, les autres critères ou les autres interlocuteurs. C'est-à-dire que pour prioriser, c'est très important de prioriser, mais pour prioriser, ce n'est pas seulement les besoins du terrain, c'est aussi de se rendre compte quel objet a une chance politique, par exemple. Et moi, je pense que ça doit aussi rentrer dans la balance. C'est-à-dire que si on présente 53 demandes, et que sur les 53, il y en a 50 qui n'ont aucune viabilité politique, aucune chance d'aucune majorité, en fait, on dilue beaucoup le message et surtout, on peut prendre le risque d'irriter. Et moi, j'avais ce contact privilégié vraiment avec des parlementaires de tous les partis. Et autant ils étaient très sensibles de voir que je pouvais avoir une communication très ciblée sur 2-3 objets et que surtout, je prenais vraiment en compte leurs remarques, aussi les remarques au niveau administratif, juridique, qu'est-ce qui était possible et qu'il y avait cette flexibilité tout en gardant les besoins du terrain au centre, mais de pouvoir faire évoluer le projet, si j'ose dire, par rapport à la réalité concrète pour aboutir à un résultat effectif. Et ça, je crois que c'est un tout petit peu le problème, c'est que comme c'est assez neuf aussi peut-être ce lobbying culturel et cette organisation en task force, en fêtière, qui prend le dessus justement, le fait qu'il n'y ait pas de concurrence entre les branches, qu'on raisonne peut-être
pour le bien général, entre guillemets, ou ça, c'est vraiment un point central, je dirais, de s'ouvrir aussi à l'écoute des autres interlocuteurs. Et ça, j'ai trouvé que ça a manqué et qu'il faut développer ça à l'avenir. Merci. Martin, Vinzenz, le mot de la fin de votre côté. Was könnte aufgebaut werden? Que peut-on créer, construire? Je crois qu'il y a eu déjà pas mal de bonnes idées. Je pense que si ces structures étaient plus définies, plus claires, mais aussi aussi simples que possible, ce qui est un défi, et puis qui est les bonnes personnes, les bonnes personnalités, et puis aussi une certaine persévérance qui est nécessaire, bien sûr, hein, pour créer tout cela. Alors, à ce moment-là, c'est certainement une bonne évolution. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi la question de la promotion de la culture hein, qu'il ne faut pas laisser de côté, car il faut aussi s'assurer à ce qu'on puisse rendre possible la création culturelle tout en séparant un peu ces deux choses. Dans les Grisons, on le voit avec l'exemple du tourisme culturel. Nous cherchons à créer quelque chose depuis un certain temps et là aussi, il y a des difficultés, comme on en a discuté. Parfois, les intentions sont très différentes. Malgré cela, je plaide pour les alliances, car je crois que les institutions et les lieux de spectacle, etc., qui fonctionnent avec les visiteurs devraient également se mettre ensemble avec le tourisme. Ce n'est pas vrai pour les petits, les amateurs peut-être, les semi-professionnels ou bien ceux qui ont vraiment une petite scène qu'ils gèrent avec beaucoup de passion. Il n'y a pas des gens de l'extérieur du canton qui viennent. Mais bon, il faut voir ce qui est possible et pourquoi pas faire des alliances, car c'est quelque chose qui ouvre à nouveau à de nouvelles possibilités. Voilà, c'est ce que j'entrevois comme étape possible. Dans les Grisons, on essaye de faire cela. Par exemple, le Valais a Culture Valais, magnifique. Les Grisons n'ont pas encore cela. Donc, on cherche aussi à créer quelque chose pour augmenter la sensibilisation en même temps. Donc, il y a la sensibilisation de la population, mais il y a aussi besoin de faire un coaching pour les créateurs, les acteurs culturels. Merci beaucoup. Au terme de cette table ronde, j'aimerais tenter, c'est un exercice difficile, mais j'aimerais tenter de synthétiser quelques-unes des idées que j'ai trouvées vraiment passionnantes et centrales dans ce débat pour qu'on puisse ensuite aller de l'avant. J'ai noté évidemment vraiment la question de la qualité du dialogue. La nécessité parfois de ne pas voir midi à sa porte et d'avoir cette aptitude à sortir de son propre univers pour voir quelle est la pertinence politique de quel argument hein. Et ça demande un décentrement, ça demande une aptitude peut-être à voir ce que le politique peut et veut entendre aussi à un moment donné. Donc ça, j'ai trouvé un argument très, très important et sur lequel il est nécessaire aussi de travailler. Ensuite, la question centrale de la formation de l'information. J'ai senti dans vos statements que nous manquions dans le milieu de la culture d'information pertinente malgré les différents rapports qui ont été faits. Et là, je souligne qu'un travail est en cours sur une réflexion sur un observatoire de la politique culturelle et de la culture en Suisse romande. Et je pense que là, nous avons vraiment une carte à jouer de fournir aux structures politiques des informations beaucoup plus fondées, argumentées, pour asseoir un lobbying et avoir des arguments beaucoup plus objectifs et clairs. J'ai noté la question de la durabilité, c'est-à-dire de monter des structures qui permettent d'avoir un dialogue permanent, d'inventer des dispositifs comme le fait le tourisme, c'est-à-dire des lieux de rencontres réguliers, d'information. Et puis oui, la pertinence politique aussi, vraiment, de ne pas toujours partir peut-être de l'éventail, certes immense, de nos propres revendications, mais de voir dans quelle mesure nos propres revendications font sens à un moment donné dans le débat politique.
Voilà, l'ambition n'était pas là de synthétiser parce que c'était trop compliqué de synthétiser toutes ces idées, mais j'espère que ces différents points restituent nos dialogues et j'aimerais vraiment profiter ici de remercier les intervenants qui se sont déplacés aujourd'hui à Fribourg. C'est assez génial de pouvoir être dans une salle ensemble, même si vous n'êtes pas beaucoup, mais d'être là ensemble, c'est vraiment un sentiment magnifique. Merci aux organisateurs pour cette table ronde et puis bonne chance au lobby de la culture en Suisse.